Bonjour à tous. Plus de 2 milliards de personnes sont sous sa menace en Afrique. Le paludisme constitue un défi majeur pour les pays africains. Alors, que faire dans un contexte où les antipaludéens n'arrivent plus à contenir les parasites? Que faire quand les moustiques résistent de plus en plus aux insecticides? L'idéal zéro palu est-il un slogan finalement? Nous allons débattre de toutes ces questions avec notre invitée, la coordonnatrice du programme national Palu au ministère de la Santé, professeur Aurore Ogouyemi Rontor. Bonjour madame. Bonjour monsieur le journaliste. Madame, qu'est-ce que c'est que le palu? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Je voudrais avant tout vous remercier pour ce temps d'antenne que vous nous consacrez pour parler du paludisme. Le paludisme, c'est une maladie fébrile, parasitaire, provoquée par la piqûre d'un moustique que nous appelons l'anophèle femelle infestée. Donc c'est cette anophèle femelle infestée qui va inoculer le parasite lors de sa piqûre. Et cette maladie va se manifester par des signes classiques que tout le monde connaît à peu près, la fièvre, l'asthénie, les courbatures, pour ce que nous appelons le paludisme simple. Mais parfois, il peut y avoir le paludisme grave, surtout chez les enfants, qui va se manifester par les signes neurologiques, une convulsion, de l'anémie, un coma, etc. Et cette forme grave est potentiellement mortelle. D'aucuns disent que le paludisme est souvent provoqué par la graisse, d'autres pensent que c'est le soleil qui provoque le palu. Que retenir finalement? Exactement, ce n'est provoqué ni pas de la graisse, ni pas de l'huile, mais c'est la piqûre de l'anophèle femelle infestée. J'ajoute infestée parce que si l'anophèle n'est pas infestée, femelle n'est pas infestée, elle ne transmet pas. Donc il faut qu'elle soit infestée, qu'elle porte en elle le parasite pour pouvoir le transmettre. Et donc c'est exactement, ce n'est que ça qui est responsable du paludisme, mais pas de l'huile ni autre chose par ailleurs. Alors quelle est l'ampleur du paludisme au Bénin? Le paludisme reste et demeure l'endémie ou la maladie infectieuse, si vous voulez, la plus fréquente au Bénin. 40% environ des motifs de consultation et 45% des motifs d'hospitalisation sont dus au paludisme dans nos formations sanitaires. Et cette maladie continue quand même de tuer encore les enfants de moins de 5 ans dans notre pays, surtout. Alors c'est quand même paradoxal au regard des efforts qui sont consentis. Pourquoi le mal persiste-t-il? Alors, beaucoup d'efforts sont consentis effectivement pour lutter contre le paludisme et pas seulement au Bénin, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, nous constatons que le mal persiste. Mais plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Déjà, nous allons prendre quand nous disons le mal persiste parce que quand nous faisons des statistiques, nous voyons qu'il y a une augmentation des cas. Malgré tout ce que nous faisons, il y a une augmentation des cas. Et cette augmentation des cas déjà peut être due à un problème démographique simplement. Il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de cas. Ça peut être dû également au réchauffement climatique. De plus en plus, nous avons des saisons pluvieuses qui durent ou des pluies qui interviennent à des moments où elles n'intervenaient pas avant. Donc ça fait que le nombre de cas de paludisme va augmenter. Vous avez aussi la résistance, nous allons peut-être y arriver tout à l'heure, du vecteur aux insecticides utilisés pour imprégner les moustiquaires. Quand on sait que les moustiquaires constituent le meilleur moyen de prévention contre cette maladie, et si le moustique développe une résistance contre l'insecticide, ça veut dire que l'objectif visé par l'utilisation des moustiquaires n'est plus atteint, il y aura plus de piqûres et plus de cas. Après, la principale raison aussi peut être l'adhésion de la population à la lutte. L'adhésion de la population à la lutte parce que les moustiquaires, qu'on le veuille ou pas, c'est le meilleur moyen de prévention. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est une maladie transmise par la piqûre de l'anophèle femelle infestée. Donc, pas de piqûre d'anophèle, pas de paludisme. Et pour qu'il n'y ait pas de piqûre d'anophèle, il faut faire une barrière. Les mesures barrières, c'est à l'actualité. Donc, il faut faire une barrière et les moustiquaires constituent la barrière. Donc, si la population
n'utilisent pas les moustiquaires que nous distribuons, ça permet encore d'augmenter les cas. Nous allons avoir beaucoup de cas. Donc il y a l'adhésion de la population, il y a l'assainissement du milieu. Il faut assainir le milieu, éliminer les petits gîtes lavés qui sont autour des maisons pendant qu'il pleut et savoir que ces gîtes sont des sources potentielles de moustiques. C'est de là que sortent les moustiques. Donc si on peut arriver à détruire ces gîtes, on peut arriver à bout de la maladie. Voilà un peu quelques raisons qui peuvent expliquer que l'endémie persiste dans le pays malgré tout ce que nous sommes en train de faire. Alors ces comportements que vous venez de décrire, est-ce pas ignorance que les populations continuent de les adopter? C'est-à-dire, elles n'aiment pas utiliser la moustiquaire, elles n'aiment pas nettoyer leur cadre de vie. Est-ce que ce n'est pas ignorance? Oui, monsieur le journaliste, on peut dire que c'est pas ignorance parce qu'ils ne savent pas, comme vous voulez de le dire tantôt. Ils pensent que pour avoir le paludisme, c'est les huiles, c'est les graisses. Ils ne maîtrisent pas vraiment ce qui est à la base. C'est pour ça que nous avons démarré depuis quelque temps une campagne de sensibilisation importante sur les causes et les moyens de prévention du paludisme. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a quelques aspects socio-culturels qui font que les gens n'aiment pas utiliser les moustiquaires imprégnés. Il y en a qui disent que quand ils sont dans la moustiquaire, ils se sentent comme dans un cercueil, ils se sentent enfermés, ils étouffent, il fait chaud, ils ne peuvent pas utiliser la moustiquaire. Donc il y a tous ces aspects qui font que les gens n'utilisent pas par exemple la moustiquaire imprégnée. Et nous nous entêtons à leur dire c'est le meilleur moyen de prévention. C'est vrai, il y a des aspects qu'il faut considérer, mais si nous voulons lutter contre la maladie, il est important que les moustiquaires soient utilisés et que le milieu soit assaini. Nous sommes en train de mettre en place des séances de sensibilisation dans ce sens pour que la population sache effectivement d'où sort le paludisme et comment se prévenir contre cette maladie. Avant d'en arriver aux efforts que vous déployez sur le terrain, que vous faites, nous allons d'abord voir pourquoi les moustiques résistent-ils à ces mesures barrières et pourquoi alors ces moustiques résistent aussi ces parasites résistent à ces antipaludéens. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Alors, une raison, on peut dire que quand je prends les parasites pour les médicaments, quand vous utilisez un médicament sur une large population et pendant un bon moment, inévitablement, la résistance va arriver. Pendant un bon moment, il y a une pression, ce que nous appelons une pression médicamenteuse sur le médicament, et la résistance va arriver inéluctablement. Ça, c'est admis, c'est prouvé scientifiquement. Je ne peux pas aller dans les détails ici, mais inévitablement, elle apparaît. Donc, c'est ça qui a fait que la chloroquine était le médicament le plus utilisé contre le paludisme jusque dans les années 1990-2000, quand la résistance a commencé à apparaître. Donc, nous avons utilisé la chloroquine dans le pays, en prévention, en curatif, et inévitablement, la résistance est arrivée. Le parasite n'était plus sensible à ce médicament. Ça a été changé, les politiques ont été changées, l'OMS a mis en place des directives et nous avons adopté maintenant ce que nous appelons les combinaisons thérapeutiques à base de dérivés d'artémisinine. Donc, comme je vous dis, inévitablement ça va apparaître. Mais il faut surveiller et mettre en place un dispositif pour retarder le plus possible l'apparition de cette résistance. Les CTA, déjà, comme le nom l'indique, c'est des combinaisons thérapeutiques à base de dérivés d'artémisinine. Donc, c'est deux combinaisons, c'est des médicaments combinés. Et déjà, le fait que ce soit deux médicaments combinés, c'est pour retarder l'apparition de la résistance. Donc, la probabilité pour que la résistance apparaisse à un médicament est plus faible que lorsque le médicament est combiné. Donc, c'est déjà une disposition qui a été prise pour mettre en place des combinaisons. Mais une fois les combinaisons sont adoptées dans le pays, comme je vous le dis, on va utiliser sur une large population et pendant plusieurs années. Ça peut apparaître, mais il faut retarder ça. La première chose, c'est d'éviter l'automédication. C'est pour ça, dans notre stratégie, quand je vais arriver tout à l'heure à ce que nous faisons au programme, nous avons dit que pour bénéficier de ces CTA, il faut faire un test de diagnostic qui doit être positif pour le paludisme. Et on sait que vous avez le paludisme et on vous traite, pour ne pas donner anarchiquement les CTA.
Donc, quand vous prenez anarchiquement les CTA, vous favorisez le développement de la résistance. Ça, c'est une condition à respecter pour éviter l'apparition de la résistance. Après, il faut surveiller la résistance. Et donc, ce que nous faisons au Bénin, qui est recommandé, c'est que chaque année, nous faisons ce que nous appelons le test d'efficacité thérapeutique pour le médicament. Donc, on choisit 2 régions dans le pays, on recrute les enfants qui sont malades, on leur donne le médicament et on les surveille sur le plan de la diminution de la température, la diminution du parasite, des parasites dans le sang. Et tout ça doit se faire dans au maximum 3 jours si le médicament est efficace. Donc, tout ça se fait et jusque-là, ce que nous avons fait, le médicament reste efficace. L'autre chose, c'est que avant que cette inefficacité se manifeste chez le malade sur le terrain, le parasite peut déjà, dans son gène, porter des marqueurs que nous appelons des marqueurs de résistance. Il peut porter ça aujourd'hui, c'est peut-être dans 1 an, 2 ans que l'inefficacité va apparaître. Et ça aussi, nous suivons ça chez le parasite. Donc, c'est des études plus poussées. Nous prenons le parasite, nous allons séquencer, comme on dit, pour regarder est-ce qu'il ne porte pas déjà des marqueurs de résistance pour prendre nos dispositions. Donc voilà un peu ce qui se passe pour le médicament. Et jusque-là, fort heureusement, le médicament reste efficace. Nous n'avons encore pas de gène de résistance sur le parasite noté sur les parasites isolés au Bénin. Pourquoi on n'en arrive pas à un vaccin, par exemple? Oui, et monsieur le journaliste, le vaccin, c'est encore un problème compliqué parce que le vaccin antiparasitaire est difficile à mettre en évidence parce que le parasite change et puis l'efficacité voulue est difficile à obtenir. Donc depuis des années, il y a eu des essais. Des essais de vaccins qui ont été réalisés, qui ont été mis en place. Mais jusque-là, on retrouve que le vaccin, l'efficacité ne dépasse pas 50%. Ce qui n'est pas vraiment admis pour une stratégie. Et le dernier qui a été fait, qui a été réalisé et qui est en essai que l'OMS a homologué en ce moment, qui est en essai clinique dans 3 pays, depuis 2019, je crois, dans 3 pays, au Malawi, au Kenya et au Ghana. C'est le vaccin RTSS, on appelle, qui a prouvé une efficacité de 40%, 50%, 60%. Et qui va être administré aux enfants. Qui peut être administré comme mesure complémentaire. Ce sera complémentaire. Ce n'est pas que quand je fais le vaccin, je peux me laisser piquer par les moustiques. C'est une mesure complémentaire. Mais on attend les résultats des essais en cours au Kenya, Ghana et Malawi. Essaient de démarrer en 2019. Donc on attend les résultats pour que l'OMS dise ce qu'il faut faire après les résultats de ces essais en cours dans ces pays-là. Alors on entend souvent dire zéro palu, tirons un trait sur le palu. Aujourd'hui, au regard des statistiques que vous avez déclinées, est-ce à dire que ça reste un slogan? Est-ce qu'on peut vraiment prétendre à ces idéaux?